Alors la bouche, ça c'est une exploration marrante, ils mettent les doigts dans la bouche, la mère rit. Le nez, les trous du nez, c'est aussi une observation assez intéressante. Donc ils mettent les doigts, la mère rit encore en visitant le visage, les oreilles. Quand les bébés mettent les doigts dans les yeux, apparaît le premier interdit préverbal. Hop, les bébés comprennent. C'est-à-dire que le bébé, il voit ces trucs étranges là, il met les doigts dans les yeux, la mère interdit. Le bébé baisse les yeux, met les mains, il a compris. Préverbalement, il a compris qu'il ne peut pas tout se permettre. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une figure d'attachement qui énonce un interdit. Et l'interdit a une fonction structurante. Ça n'est pas un empêchement. L'empêchement arrête tout. L'interdit structure une manière d'aimer. Je ne peux pas aimer n'importe comment. Je ne peux aimer que selon les principes que ma mère, ma famille, ma culture me donnent. Ces principes-là, moi, bébé préverbal, je vais très rapidement les apprendre ou au contraire être invité à jouer et à l'exploration. Et là, on voit que se met en place un développement, un accès progressif à la représentation du monde des autres. Qu'est-ce qu'elle pense quand je lui mets les doigts dans les yeux? Qu'est-ce que ça lui fait? Elle va se fâcher quand elle fait une mimique comme ça, c'est qu'elle va se fâcher. Quand elle fait une mimique comme ça, c'est qu'elle, je peux jouer. Et tout ça, c'est pas hasardeux du tout, c'est très structuré. Et le bébé apprend très vite à décoder les signes faciaux, à y répondre. Dès les premiers mois de la vie, il apprend à décoder. C'est un apprentissage, à condition qu'autour de lui, il y ait une altérité, un autre. Statistiquement, c'est la mère, une femme, ça peut être un homme, qui peut être aussi un substitut efficace, valable, différent, mais efficace. Alors, c'est seulement vers l'âge de 3-4 ans que l'enfant devient capable de parler et de dire que le monde mental d'un autre n'est pas son monde mental à lui. Et un enfant, donc là, il a accès à la théorie de l'esprit. C'est-à-dire que moi, bébé de 4 ans, je comprends que son monde mental n'est pas le mien. C'est intéressant, c'est amusant, parfois c'est irritant, je ne suis pas d'accord, mais voilà, son monde mental n'est pas le mien. Lorsqu'un bébé est abandonné, il n'accède pas à cette théorie de l'esprit. Lorsqu'il y a un appauvrissement de la niche affective autour de lui, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a l'abandon, parce qu'il y a un malheur familial ou social, lorsque la niche est appauvrie, ou bien le bébé, l'enfant, accède très tard à la théorie de l'esprit, et parfois il n'y accède pas, il peut y accéder, il a la compétence, mais personne autour de lui n'a activé cette compétence, donc il n'a pas la théorie de l'esprit, et ça donne très souvent un petit psychopathe délinquant, un enfant brutal qui répond à son impulsion sans tenir compte de la présence des autres, qui frappe sans tenir compte de l'effet que ça va faire dans le monde mental de l'enfant, et de l'autre enfant, et la plupart du temps c'est des enfants qui ont été, un malheur de l'existence fait que, j'ai bien dit malheur de l'existence, je n'ai pas dit mère. Hein. Le malheur de l'existence fait qu'il n'a pas accédé à cette construction de la théorie de l'esprit. Donc, et là, c'est rémédiable beaucoup plus longtemps que ce qu'on croit. On voit que ces enfants qui ont été abandonnés, où il y a eu un malheur familial, où il y a eu une guerre, une précarité sociale, qui accèdent lentement, très mal à la théorie de l'esprit, ces enfants-là, si on les sécurise, ils accéderont plus tard à la théorie de l'esprit, sauf que là, il faudra travailler plus et plus longtemps pour obtenir le résultat que tous les bébés obtiennent en 3-4 ans, et bien là, il faudra l'obtenir en 8 ans, à l'âge de 8 ou 10 ans. Alors, ce qui est le plus éducatif pour un bébé, pour un petit enfant, c'est l'ennui. C'est-à-dire que dès qu'un enfant s'ennuie, il est invité à la créativité. C'est lui qui doit prendre l'initiative du dessin, du jeu, et ils sont doués pour ça. Je peux raconter une anecdote, c'est une amie, ma fille a mis au monde les 2 plus jolis petits garçons du monde, et ça c'est objectif. Hein. Alors, et un jour une amie de ma fille achète un gros robot magnifique avec un papier rouge et des ficelles dorées. Mes petits-enfants ont été heureux. Ils ont passé 3 jours à jouer avec les ficelles dorées. C'est-à-dire qu'ils ont créé, avec les papiers, les ficelles qui passaient autour des barreaux du balcon, ils ont inventé des jeux, et ça c'est très éducatif. Alors bien sûr, on peut leur proposer des jeux, mais
pour les stimuler, pour leur apprendre à côtoyer les autres, à travailler ensemble, mais il ne faut pas que ce soit une règle systématique. Comme pour la respiration, il y a des pauses, comme pour le jour, on travaille, on dort, et bien là pour les activités éducatives, on peut en proposer. Il faut laisser l'enfant inventer lui-même ses propres activités. Il y a une alternance, une respiration à trouver et pas systématiquement apprendre, 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 ce qui d'ailleurs généralement est totalement contre-productif parce que quand un enfant est trop stimulé, plus rien ne le stimule, il est gavé, plus rien ne le stimule et sa réaction c'est « je suis débordé, je ne peux pas traiter toutes ces informations, je suis trop stimulé », alors qu'un enfant qui est stimulé, reposé, lui il éprouve le plaisir de s'entraîner à apprendre. Il y a des sociétés où les gens sont pauvres et où les bébés sont très sécurisés. Et notre société est encore un peu riche momentanément, la valeur de notre société, c'est le sprint qui permet des performances professionnelles, donc des recueils de monnaie. Et cette valeur culturelle organise autour des bébés une niche sensorielle très particulière. Il y a des sociétés pauvres, même dans des pays très pauvres, comme l'Éthiopie, le Congo où j'ai été, les bébés ne sont jamais laissés seuls. Il y a la mère qui travaille, il y a un substitut maternel qui est une vieille de 13-14 ans, parfois un garçon. Les jeux sont différents, les garçons sont plus moteurs, les filles sont plus sensorielles, les deux marchent. Et la différence des deux marche très bien. Dans notre société, les enfants sont surstimulés et complètement placés dans un désert. Et alors que quand ils sont surstimulés, ils sont gavés, et quand ils sont placés dans un désert, ils sont inquiets, ils sont désespérés. Donc il y a une alternance et une synchronie à trouver que notre société n'a pas trouvé. Ce qui fait qu'on est étonné de voir des enfants dont les parents sont bien motivés, désirent s'occuper des bébés, de leurs enfants, et les enfants ont des troubles du développement. Parce que ce n'est pas les parents, c'est l'organisation culturelle qui structure la niche, qui fait que, à leur insu, la niche a été mal structurée et l'enfant se développe mal. Alors, notre société va trop vite et qu'il y a un rythme à respecter. Par exemple, les théories de l'attachement montrent que très souvent, lorsqu'un bébé est stimulé, c'est lui qui donne le signal de la fin de l'interaction. Alors on a des documents, c'est facile à faire, c'est facile à observer, on joue avec le bébé, on le papouille, on le stimule, il est ravi, et très rapidement, il détourne le regard, il cesse de répondre. Certaines femmes, certains hommes perçoivent ces signaux et arrêtent de stimuler le bébé. Le bébé se repose et quelques temps après, c'est lui qui adresse un babil, c'est lui qui fait un geste et qui stimule la mère et hop, une petite synchronisation se fait. Puis au bout de 2 minutes, le bébé est fatigué, il détourne le regard, il cesse, il rompt la synchronie. Quand c'est harmonieux, ça va très très bien. Mais il arrive que des parents, dans notre culture du sprint, accordent trop de valeur à la stimulation. Ils continuent à stimuler le bébé, et le bébé ou bien se décourage complètement, ou bien pleure, ou bien devient agressif contre ceux qui le stimulent, parce que la stimulation n'est plus un jeu, la surstimulation devient, le bébé l'éprouve comme une agression. Donc il se met à crier et à agresser celui qui dans son monde de bébé est un agresseur, alors que dans le monde des parents, je vais le stimuler, je vais l'entourer, il va être bon à l'école, il va faire des merveilles à l'école, il va avoir le prix Nobel, alors je le stimule, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc il y a un rythme à découvrir et notre culture a abandonné, a renoncé à ce rythme que beaucoup de cultures pauvres respectent. Et on voit dans des cultures en grande difficulté, psychologiquement, affectivement, des enfants se développer très bien, alors que dans notre culture qui matériellement devrait provoquer un bon développement des enfants, ce n'est pas du tout ce qu'on constate. On constate que nos enfants petits sont de plus en plus violents. On ne sait pas très bien pourquoi, on trouve des raisons. Quand on cherche, on en trouve. C'est rarement la bonne raison. Les travaux sur l'attachement proposent comme raison qu'il y a une dysynchronisation, un défaut de synchronisation entre des parents survoltés, parce que c'est notre culture, et des bébés qui ont besoin d'être stimulés, reposés, et que notre culture a oublié ces rythmes. Alors, je pense que nos politiciens sont mauvais sur ce plan-là, et nous aussi, on a été mauvais sur ce plan-là.
je n'ai pas su alerter les politiciens quand j'en ai eu la possibilité, quand j'ai été invité à remettre un rapport à un président. Et j'ai remis un rapport comme on vient de l'expliquer. Et j'ai appris par la suite que ce président a dit « Je ne vois pas ce que les bébés ont à faire dans l'économie ». Alors, effectivement, quand on pose le problème comme ça, un bébé, c'est pas très rentable, à courte échéance. Mais un bébé mal développé, ça coûte à la société. Et un bébé bien développé, c'est rentable pour la société. Ce n'est pas les arguments très jolis, mais voilà, c'est peut-être comme ça que j'aurais dû parler à des hommes politiques. Et je n'ai pas su le faire. Et probablement, il faudrait faire... ce qui modifie le plus une culture, c'est les romanciers, les cinéastes, les poètes, les chansonniers, les chanteurs, qui eux font passer des messages qui sont faux, qui sont vrais, peu importe, qui posent le problème. Et une fois que le problème est posé, on a des moyens d'y répondre. Mais si on ne pose pas le problème, les politiciens vont continuer à raisonner avec le mode de raisonnement qui leur a donné le pouvoir. J'ai été élu pour augmenter la rentabilité sociale, je ne vois pas en quoi un bébé peut rapporter de l'argent. Donc voilà un raisonnement de politicien. Donc je pense qu'en changeant la culture, comme l'ont fait les Finlandais, comme l'ont fait tous les pays d'Europe du Nord, comme commencent à le faire les Coréens du Sud et beaucoup d'autres pays, en changeant le mode de raisonnement, on se rend compte que si on développe les métiers de la petite enfance et si on développe la qualité des interactions comme on a essayé de le proposer, on se rend compte que l'illettrisme ne touche que 1% de la population, contre 14 ou 15% en France. Quand un adulte est illettré, il est malheureux et il coûte cher à la société. Donc quand un enfant a appris à lire, parler, s'exprimer, se défendre, il n'est pas malheureux, il ne coûte pas cher à la société. J'aurais voulu éviter ce genre d'argument, mais je crois qu'on vit dans une société où cet argument s'impose. Donc ça a été évalué. Il y a même des publications dont le titre n'est pas très poétique, qui s'appelle « S'occuper des bébés, retour sur investissement ». C'est pas... voilà, bon ben voilà, c'est notre culture qui est comme ça. Et ces travaux ont été bien faits en Finlande, en Norvège, au Centre de la Résilience, en Norvège, à Stockholm, en Suède, pardon, à Stockholm. Et ils ont évalué comment ce retour sur investissement était une bonne affaire pour l'État. Je pense qu'il faut tenir compte de ça. C'est pas ce qu'il y a de plus poétique dans le développement d'un enfant. Ça existe, un enfant, ça coûte des aliments, ça coûte du temps, des efforts, de l'argent. Bon, il faut en tenir compte. L'interdit, c'est... Tu ne peux pas tout te permettre. Voilà, ça c'est un interdit. Mais là, c'est un empêchement. Tu sors pas de là, tu vas pas là, tu mets pas les pieds dans l'eau, tu marches pas là, tu joues pas avec un crayon parce que tu pourrais sucer la mine. Ça c'est un empêchement. La conséquence? Ben, c'est l'entrave. C'est l'entrave au développement. Les enfants, ou bien ont peur de tout, c'est la phobie scolaire qui se développe actuellement. Il y a de plus en plus de phobies scolaires alors que les enseignants ne sont pas plus méchants qu'avant, hein. Peut-être même au contraire, hein. Alors que l'école n'est pas plus cruelle qu'avant, hein. Moi j'ai eu la chance de jamais aller à l'école, mais... Mais il y avait des punitions corporelles il n'y a pas longtemps, les enfants étaient battus à l'école. Donc c'est quand même un progrès ça. Les punitions corporelles en Angleterre ont été interdites en 1985. C'est-à-dire que les enseignants avaient le droit de battre, et parfois très fort, et d'humilier les enfants. Donc c'est un progrès ça. Donc je pense qu'on on peut pas tout prévenir, et le principe de précaution est une entrave. Mais il faut que la culture accepte que vivre c'est un risque. Vivre c'est un risque. Ne pas vivre, c'est la seule certitude de ne pas vivre avant la mort. Alors là c'est certain.